Alors, si vous voulez, commençons à notre analyse picturale avec, avec un axiome qui ne nécessite même pas d'être prouvé, mais au cours de la conversation, disons, elle va se trouver déjà prouvée, approuvée, mise en clair, et explicitée d'un certain aspect. L'axiome, c'est que, au fond, rien à voir avec notre sujet, mais l'axiome, c'est comme lustre, le titre principal qui éclaire tout, sans qu'on s'aperçoit qu'il y a une lustre qui nous éclaire. On ne parle pas du soleil tout le temps, on dit qu'il fait bon. Qui est-il? Et il pleut, qui pleut? Bon, c'est ça. Un sujet anonyme, un sujet de tous les sujets. Donc l'axiome est capitalisme. L'axiome est capitalisme. Et je donne l'action. Si en forme de conditionnel, si le capitalisme a eu cet avenir dans lequel nous nageons, nous respirons, nous sommes éclairés par son lustre, c'est qu'il est basé sous un soubassement très humain, trop humain, et qui fait la différence de l'humain, et non pas peut-être sa différence radicale des animaux, mais un approfondissement de sa différence dans le domaine de la mimésis, au sens où il est capable du jeu, comme des animaux, surtout les bébés animaux. Le capitalisme, c'est pas un régime, d'abord, c'est pas un régime politique. C'est une situation très profonde de oikos nomos, de ce qu'on comprend de la mienté du moi, de la maison, du chez-soi, c'est notre sujet. Et la propriété est impropriété. Ce jeu consiste d'abord le propriété ou appropriation et désappropriation. Être prêt à se désapproprier tout en étant en quête d'appropriation, toujours acquisition des nouveaux, disons, marchandises, des objets, des X, des personnes ou des connaissances, des savoirs, disons, informations, des nouvelles, c'est ça, news, nouvelles, ce qui a l'apparence d'être nouveau, c'est ça, le monnaie courant, convertible du capitalisme. Donc ça dépasse un peu l'axiome. L'axiome devrait être un peu plus court que cela. Capitalisme, c'est qu'un jeu. Voilà. Mais quand on reste là, dans cette affirmation, effectivement, nous sommes ouverts à tous les malentendus. C'est bien ainsi le capitalisme se ressource des mésententes et de croire entendre, croire vu. Voilà, capitalisme est une foi, est basé sur la foi, foi de
je dirais faute de perception. Avant toutefois en ceci ou cela. Capitalisme, c'est une religion. Et on n'est pas libre d'y entrer et de sortir. Donc, on respecte à toutes les religions, y compris la religion du capitalisme. Nous sommes dans une neutralité égale devant toutes les croyances, obéissances, pratiques religieuses. Le capitalisme n'a pas un système politique. Tout système politique dépend du capitalisme, de ses préceptes ou de ses actions à expliciter. Ce n'est pas notre sujet. Alors, notre illustre, c'est déjà bien dessiné pour passer à un autre thème qui est éclairé sous cette lumière abondante, clair-obscur, disons, pour la meilleure, dans la crépuscule du capitalisme. Ou bien, à l'aube, c'est plus, ça tombe mieux à notre sujet d'aujourd'hui, à l'aube du capitalisme. Dans ce pas à franchir, qui est déjà franchi, toujours déjà d'avance à franchir, parce que le jeu, c'est une condition ontologique de l'homme, et le jeu ne commence pas dans un moment d'une chronologie qu'on peut dater. On peut bien sûr parler du changement des règles du jeu et jusqu'au point où ces règles-là soient complètement inconnues par les joueurs. Inconnues au sens où à chaque moment les règles peuvent être changées sur le chemin. Bien qu'il y ait un état de droit, ça ne change rien. S'il y avait du droit, s'il n'y avait que des règles à appliquer, que des universaux, il n'y aura pas de capitalisme. Le capitalisme, ce sont des parts singulières des événements, comme j'ai dit tout à l'heure, news. Ce qu'on a l'impression d'avoir entendu et compris ainsi, c'est très important comme das gleich, comme si, als ob, mettons cela, mettons ceci, que ceci et cela, c'est ça, l'arbitraire du signe, un signe qui est en train de, donc dans l'aube du capitalisme, un signe, ou bien un système, quasi-système de signes, qui est en train de se libérer, c'est-à-dire devenir des signes imprévisibles, inexpectables, et en même temps, toujours déjà d'avance, d'emblée, attendu au sens où codé, surcodé, codé ne veut pas dire une fois pour tout codé comme symbole icône, non. Un codage qui est prêt à tous les surcodages. C'est ça l'essence du capitalisme. Je parlerai de la peinture. Hein. Pas encore de l'essence de la picturalité, mais peut-être qu'on va y arriver dans ces eaux-là. Ce sera un prochain ultime éclaircissement de la condition ontologique, non pas de l'image, mais du tableau, du drame humain en tableau, en peinture.
Enfin, certains animaux ont des affaires, à des figures, à des gestalts. Ils les réjouissent ou ils utilisent, ils abusent, ils désabusent des gestalts, des figures principales des chats, mais on peut même dire que les animaux, les chats, nous, des visages, nous prend nous prenons radiographie affective même. Non, pas seulement un chat ne vérifie pas si notre trench coat avec le pullover et les bottes, ça va bien, ça assorti ou pas. Non. Il fait une radiographie directe, c'est-à-dire il entre dans nos intérieurs, dans nos intentions, en rapport à lui-même, bien sûr. C'est-à-dire s'il y a une affinité, un chat aura toute une mise en scène à nous. Et tel est, dès que nous lui donnons un petit clin d'œil, une petite douceur dans la tonalité du langage, etc. Donc, les animaux connaissent toutes les astuces de ces jeux et ils connaissent l'image et l'arrière en dessous des images, d'où mon expression de radiographie. Alors, quelle est la différence de l'homme? Mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet seulement, qu'est-ce qu'un tableau? Voilà, une question plausible. Je crois que c'était le titre d'un des séminaires de Lacan, à mon avis. Qu'est-ce qu'un tableau? Voilà. Donc je viens d'acheter, suivant un coup de cœur, j'ajouterais que à l'absence de mère, non, on ne dit pas en français comme ça, à faute de quoi d'un chef-d'œuvre, je viens d'acquérir un petit tableau d'un signataire qui s'appelle Orhan Ouz, un tableau de 50 centimes, qui nous montre, comme je vous le montre, l'intérieur d'une maison, mais il ne s'agit plus d'une chez-soi. C'est ça, notre rapport avec l'appropriation, expropriation, rapport au lieu, rapport à une certaine dislocation dans le séjour, parce qu'il semble que ce lieu, cet intérieur, cette chambre, avec le mur jaune, un homme assis sur une chaise avec une veston bleue, ne ressemble pas à une chez-soi, mais avec plusieurs tables et des chaises et des vases identiques avec les fleurs dans chaque table. Ça ressemble à une salle de restaurant. Alors que c'est vide, il n'y a personne, il n'y a qu'un seul homme avec un veston bleu, un peu bizarre à vrai. Voilà, fin de première partie. Alors, deuxième scène, ou bien du tableau au sens épique du terme, selon la théorie brechtienne, n'est-ce pas, dans notre cinéma et dans notre théâtre et dans la peinture de Orhan Ouz. Et le mien
en vrac a une, disons, mérite d'être pédagogique en tout cas, montrer les choses en tableau tout en explicitant, sans d'être trop pédagogique, un certain révélateur de l'essence même des choses, c'est-à-dire de tout ce que nous respirons, nous supportons, nous suffoquons finalement, et nous prenons notre plaisir, notre pied. Prendre son pied, je crois en français veut dire prendre du plaisir dans le moment inopportun, dans les petites arrêts, dans les séquences, entre les séquences, dans les interstices. Voilà. Cet homme dans le tableau a réjoui. Il est coquin, je dirais. Je l'ai dit étrange, mais comme figure qu'il donne dans le tableau, il est étrange. Je suppose qu'il est lui-même, c'est-à-dire le peintre, il se peint. Deuxième action, ce tableau, c'est une représentation de la représentation. Le peintre se représente dans son tableau tout en voulant, ayant l'intention de raconter une histoire, et comme la peinture ne parle pas en phoné, et dans la main droite levée, le bras levé, et dans la main droite, il tient un crayon, et même pas un crayon, un crayon blanche. C'est bizarre. Dans l'autre main gauche, donc posée en bas, tient une tasse de café. Une tasse de café incroyable. C'est plus que normal dans une salle de restaurant. Mais qui est le client, qui est le patron, ça c'est pas connu. Je suppose que c'est pas un peintre qui tient un lieu. Tenir un lieu, en turc on dit mekan sahibi, enfin propriétaire de l'espace. On utilise presque en argot ce mot très vieux, mekan, qui veut dire l'espace en turc, mais en arabe. Dans une turque complètement établie, ce mot existe et les jeunes utilisent dans un sens légèrement déplacé pour dire les lieux dans lesquels on s'amuse, les lieux auxquels on sort, les lieux de sortie, y compris les restaurants, bars, discos, les parcs, jardins, etc. Vous voyez, pourquoi j'en parle? Investir un mécan, investir un mécan, tenir un lieu, être propriétaire ou bien en réjouir, jouir du lieu. Lui, dans les interstices, le peintre, il jouit en tant qu'un certain témoin de quelque chose, d'X, il se réjouit de ce moment et de ce lieu fugitif. Mais le problème, c'est que au milieu du tableau, c'est pas le peintre. Le peintre, c'est légèrement déplacé vers la droite du tableau. Juste au milieu, il n'y a qu'une balai et un seau. Donc, c'est le moment d'arrêt, de pause, de restaurant, là où on fait un nettoyage. On entretient plutôt le lieu. On nettoie le lieu, mais le nettoyage est suspendu et le palais érigé suspendu au milieu, juste au milieu comme figure principale, il n'y a qu'un balai.
Vous voyez? Et il n'y a qu'un seau, je suppose, bleu aussi. Tout ce qui est important dans ce tableau, bleu. Veston bleu du peintre, du seul homme visible en apparence. C'est un... voilà. Un seau bleu, un balai jaune, et toutes les fleurs dans la vase sur la table sont mélangées de la couleur rosée, jaune et d'un stéréotype. Voilà. Il fallait commencer comme réduction phénologique par les nappes de table blanches, les nappes en dentelle blanche, minutieusement peintes par le peintre, jusqu'à le moindre détail, jusqu'à comment on dit, les cordons qui descendent dans la frange des nappes, des couvertures de table, d'une manière fantastique. Ça donne, et toutes ces ondulations des dorses ou bien dorsiers des chaises, ça donne l'air classique, classe, etc. Mais c'est pas 18e, c'est pas tout à fait... oui, ça peut être, comme il s'agit d'une peinture quand même turque, d'un artiste turc, ça peut être un 19e siècle, la fin du 19e siècle en Turquie, et probablement à Istanbul, et il s'agit donc d'un lieu qui était autrefois plutôt, un chez-soi de quelqu'un, une propriété privée, mais maintenant ouverte au public, devenu donc un lieu de passage pour se restaurer, bien sûr à l'échange en convertibilité de monnaie. Et non pas en convertibilité ou échange contre ton ou potlatch ou quelque chose comme ça, parce que tous ces échanges symboliques existent depuis toujours, mais ce lieu-là, c'est un restaurant, et c'est pas une taverne, c'est pas une caravansérail au sens classique, dont le concept appartient au siècle antérieur. Ce n'est qu'un restaurant au sens français et européen du terme. Pourquoi français? Et parce que le meublement, les chaises et les tables et les nappes sont occidentales. Et si tu as le type de fleurs identiques dans chaque table, très frais, les fleurs fraîches, ça montre que c'est un lieu bien entretenu et ça rapporte beaucoup d'argent, ou bien suffisamment d'argent, mais il faut tourner le lieu. Tourner le plus longtemps possible, parce que rien n'est certain dans le capitalisme, et tout dépend de comment vous surcodez le lieu. Le lieu est bien décoré, c'est-à-dire bien codé en tant que restaurant. Le titre de la chambre, c'est pas une chambre à coucher de Van Gogh, c'est pas une chambre privée, c'est pas une chambre à part de Virginia Woolf. Voilà, c'est un lieu quasiment public, et quasi public et quasi privé. C'est pas non plus un être d'un restaurant chinois dans lequel vous pouvez louer une chambre complètement privée dans un grand restaurant, une chambre dans laquelle vous vous sentirez avec vos convives chez vous, en privé. C'est pas ça tout à fait, mais
c'est le modèle français, une certaine convivialité, vu la proximité des tables. C'est-à-dire qu'il y a des conversations chaleureuses et au sens d'une esthétique, d'un goût partagé et non pas privé. Et le lustre, il n'y a qu'un seul lustre, c'est un peu rudimentaire. Voici réduction phénoménologique dans la description des lieux, mais bizarreries déplacées, ou bien cet homme en veston bleu, il s'agit d'un vêtement de travail et il est chargé de nettoyer le restaurant avec son balai, le seau, mais il ne travaille pas, il prend une tasse de café et non pas un café turc parce qu'il ne s'agit pas d'une coupe turque. C'est encore un symbole occidental, c'est une coupe blanche, pas du tout un café turc, c'est complètement un café en filtre français. Même pas, à mon avis, anglaise, c'est pas une cup of tea. C'est pas raffiné, c'est rude comme une tasse de café bien serrée français. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne regarde? Il ne regarde, il ne s'occupe pas de ses affaires, de nettoyage, il ne boit pas son thé ou café de manière active. Il déclare quelque chose, mais quoi? Il a l'air de dessiner quelque chose plutôt en l'air avec son bras levé, avec un craie blanche dans sa main. Voilà. C'est quelqu'un qui est en train de commencer à narrer quelque chose, dessiner quelque chose qui se trouve déjà dessiné et peint devant nous, qui est ce tableau. D'où mon deuxième action qui est ce tableau est la représentation de la représentation, mais le peintre est en question, bras levé, et qu'est-ce qu'il est en train de représenter en dehors d'une salle vide, une grande fenêtre ouverte au jardin, qui se donne au jardin, dont les couleurs de plantes se répètent, celles de fleurs de tables, qui montrent bien que le jardin aussi appartient à la même propriété, mais qui est le propriétaire. Voilà, la fin de la deuxième séquence. Troisième séquence de la réduction phénoménologique du tableau. Si, selon mon action, le peintre qui se dessinait dans le tableau même, avec le même levé, avec une craie qui est en train de se préparer à dessiner quelque chose dans sa tête, ne serait-ce que pour dire, enfin, je prends la parole, j'ai une idée, et je ne suis pas un client. Je suis assis là de manière érectile, métaphoriquement, oui. C'est plutôt métonomiquement, je suis assis un peu de manière inconfortable. Je suis
de ceux qui n'appartiennent pas tout à fait à ce lieu entretenu, tenu. Je suis l'un de ses passagers, j'étais peut-être l'un de ses clients, mais j'ai longtemps observé le lieu, comme si je travaillais ici en faisant le ménage et j'écoutais les conversations des tables, comme tout le monde. Personne ne soupçonnait pas de moi. Je suis une neutralité obéissant et observant. Et je suis muet, je suis peintre. Mais j'ai des mains. Je peux crayonner tout ce qui se passe et je n'ai pas le droit de dire. Je n'ai pas le droit de dévoiler la vérité des vérités. Le topos que j'occupe, c'est le même du nettoyeur des places. C'est quelqu'un qui n'appartient pas à ce lieu, mais qui est responsable de tenir le lieu. Et moi, en tant que je ne suis pas quelqu'un de working class, mais j'occupe la même place qu'un ouvrier, un employé de la maison. Donc, à chaque instant, je peux être viré de lieu, mais je devrais être complètement confiant, garder le secret de lieu, mais j'ai une envie irrésistible de la peindre, de la dépeindre. Je ne briserai aucun contrat en peignant les surfaces et ne parlant pas du contenu de ce que je dévoile en peignant. C'est ça. Moi, je prends maintenant Çocuk babana ait. Ben yolcuyum da şeye gelemedim, orada saklıyorum. Orada oturup bakıyordum. 5 dakika. He? Yaslanmıştı be falan. Yok, bu benim çamaşırdan götürdüğüm eşyalarım. Ha, pardon. Orada taşımayayım diye koydum. Başında bekliyorum. Kıyafete ihtiyacın varsa verebilirim. Kıyafete ihtiyacın var mı giyime? Ne şey var? Tişört var. Gel istersen. Bak diğer eşyalarıma bakıyorum, orada çalmasınlar. Sen Güzel bakmaz mı ya? He? Güzel bakmaz. Erkek var, güzel bakmaz mı? ne? Erkek mi? Erkek. Yok, tamam. Erkek şu var mı? Atma. Sana bakma. Ben sandım atmış. Donc, juste, je me disais, je vous disais que le peintre figure centrale à gauche, à droite, pardon, dont la figure centrale n'est qu'une balai et un seau pour le nettoyage, etc. Donc cette figure, ce topos occupait elle-même
qu'un employé qui peut être à tout instant viré, donc il devrait être complice ou complètement discret et il a toutes les chances d'être un peintre qui ne parle pas, qui ne dévoile pas la vérité, qui observe et qui répond, c'est-à-dire qui renvoie le tableau entier comme fenêtre à ceux qui ont envie d'ici trouver son plaisir, comme moi, acheteur, accusateur. Vous voyez? Là, je me suis sacrifié en m'exposant comme lui dans la peinture, c'est-à-dire face tournée vers le spectateur et derrière tout secret dans l'abîme de fenêtre, et non pas celui qui est ouvert, celle qui est ouvert au jardin, qui appartient à la propriété, mais vitré, fait vitre, derrière la vitre, tout événement se passe et un petit salle secret qui change de main et qui se, je dirais, manipule, manigance les mains. Pourquoi, d'après mes focus, agrandissement en image de cette fenêtre au milieu qui n'a pas ouvert comme la fenêtre à droite, mais vitrée, donc derrière la vitre poussiéreuse ou en bois, on voit encore le jardin, mais l'allée vers la maison ou vers l'extérieur, c'est-à-dire, à mon avis, la figure longue, taille de 2 mètres, un masculin, un mâle, qui porte une casquette qui lui fait d'emblée un bureaucrate d'État d'un grand empire en décadence ou au point d'entrer dans la guerre, etc. Un postman parce qu'il porte un vêtement occidental qui est la propriété en ottoman ou bien dans la Turquie des années, disons, au maximum, non. Et il devait y avoir une deux époques parce que ce qu'on voit entre 103 derrière les vitres de la fenêtre fermée, et l'homme intellectuel, prolétaire, un working class qui n'a pas un parmi eux, donc un peintre qui ne peut parler, qui montre par le doigt, qui dessine et qui n'indique même pas, le vrai peintre n'indique même pas la fenêtre. Il a mis le balai et le seau. Donc, il prend son temps, il boit, il fait semblant de boire cette tasse de café. Mais la main droite, toujours, prête à prendre la parole, mais il ne parlera pas. Il montre au milieu, derrière les vitres, un sein que j'ai agrandi. J'en vois au moins 2, mais certainement 3 personnages. Un postman un ottoman qui porte un sac, qui apporte un paquet, vous voyez. Et à droite, une femme toute en rouge, en toilette, et donc avec comme un voile sur le visage, mais courbée comme une courtisane française avec les cuisses, hanches bien tracées par le support de son vêtement en toilette et qui lui fait en apparence une femme musulmane, donc non pas ouverte, complètement en rouge toile, courbée, avec les fessiers
complètement augmentée en réalité, mais elle parle au postman, mais quelle femme, autrement une femme musulmane peut oser demander des questions si insistantes, courbées, insistamment parle, fixées sur le visage de postman. Quel genre de femme c'est celle-ci? Et postman complètement bureaucrate, impassible, qui fait son travail 2 mètres de longueur avec les jambes écartées, dressées sur le sol du jardin, qui fait son travail. Et au milieu, une apparence, une troisième spectre qui s'entre. Ça peut être mon premier aperçu, c'était un vieux propriétaire des lieux, un barbu, une barbe blanche qui est en train de faire son voyage, ou bien qui vient d'entrer de ce pèlerinage à Mecque, donc intègre musulman qui est propriétaire véritable des lieux et qui loue à des Levantins, piece of portiers, voilà, les institutrices françaises, Mourabia, des gens métissés qui tiennent lieu l'Orient, Constantinople, selon le dire, ce genre de passage du pré-capitalisme au capitalisme. Alors, le personnage au milieu, dans le deuxième agrandissement en photo, ressemble énormément à cette industrie soi-disant française, Mourabier française, très connue, avec non pas une décolleté au cou, mais avec une abondante dentelle en blanche bien peinte, malgré toutes ces vitres qui ont tout flou dans le jardin. Donc il se passe quelque chose dans le jardin, et le peintre, avec le crayon dressé, et sans écriteau, que sa toile que nous voyons et je viens d'acquérir, il se passe quelque chose. Et soit le propriétaire déchu des lieux, un vieux musulman qui vient d'arriver de ce pèlerinage, ou bien un mourabier français, c'est-à-dire une éducatrice soi-disant française, très puritaine, très catholique, qui a des habits sobres, mais avec les dentelles blanches dans les seins abondantes, sans jamais décolleté. Quel entretien, disons, intervient dans cette conversation entre un représentant de l'Empire ottoman, non pas une grande bureaucrate, une petite bureaucrate, un garçon vaillant, et une femme musulmane, tout habillée rouge en tulle, avec les hanches dressées à la française, coquette. Et à Constantinople, un objet transmis par le postman, à cette
dame et qu'elle ose demander question, insistamment, incroyablement dessiné. Un tableau à l'intérieur d'un tableau à souffle coupé. Voilà que j'ai essayé de restituer en tableau en me posant derrière une valise, un paquet secret qui sera transmis à quelqu'un d'autre ou bien qui vient d'arriver, qui est suspect, qui toute l'appartenance propriété devient en cause, qui fait parler et le peintre ne parle pas, qui indique et qui dit que j'ai un crayon, je peux écrire mais je n'écris pas, je dessine et donc je ne dévoile pas votre secret. Fantastique, fantastique représentation abyssale de haut en haut à Ouz. Dès que j'ai lu ce tableau, je suis tombé amoureux. Voilà, c'était un coup de cœur. Je l'ai acquis. Merci bien de m'avoir écouté. Du reste, le tableau met des abîmes dans les abîmes, tout en restant sur la surface, dans l'immanence d'une chambre, dans le mur peint en jaune, un homme bizarrement habillé d'un veston bleu, inhabituel et qui n'est pas élégant. Et qui pourtant, n'oublions pas, un papillon. Un papillon sur la gorge, papillon. Cet homme ne fume pas de cigarette parce qu'il n'a pas de fumée. Il n'a même pas de tablier. Il ne menace pas avec son bras dressé. Il montre. Alors, où est le tableau? Moi, j'ai une hypothèse. Alors, comme la branche du balai est trop longue comme il faut, qui coupe à la fois les dossiers des chaises et des fenêtres, et dans la même bleuté, comme toute chose importante. Donc le sujet principal peut être la fenêtre ouverte en perspective. Donc certains anagrammes soigneusement dessinés sous le reflet de la fenêtre volet ouverte. Et même le bras du palais peut être considéré avec la chaise, dossier de chaise. Le choix est le même, et le tableau même n'est qu'une fenêtre ouverte, mais en amorphose. Whitman ne montre qu'une scène initiale dont nous interdit de le voir dévoilé. Alors qu'en champ public, le bureaucrate postier, la dame qui entretient la maison, la femme musulmane, richisseuse avec ses abondantes dentelles en rouge en soie, et une certaine teacher, une enseignante, une dresseuse française, ce qu'on appelle couramment en langue ottomane nourébie française. Effectivement, toute cette pompe n'arrive pas à se négocier sur une affaire dont l'objet est quelque rouge
peu habituel dans le tableau parce que ni jaune, ni une rouge reconnaissable à la fois dans les fleurs des jardins, à la fois dans les fleurs des vases. Donc, ça devait être valise en question. Le paquet posté, reçu ou bien refusé par la dame de la maison qui entretient la maison, malgré son père de fond qui vient de pèlerinage, etc. Ou bien avec grand conflit de grand étonnement en piston de éducatrice française. Eh bien, l'homme en question n'a pas écrivain. Il n'y a pas de livre dans la salle. Ce qui ressemble au livre, plutôt à la bibliothèque, à l'intérieur, c'est que cet ensemble de fenêtres avec ses volets et en vertical tous ces dossiers de chaises. Ça constitue un certain livre et des lignes à lire dont le peintre indicateur avec son doigt ou bien avec son craie, nous indique de le voir sous la lumière de sa peinture. Moyen, c'est impossible. C'est une rarissime dans la mise en abîme interminable jusqu'au dernier fin fond du jardin où on négocie toute crise du capitalisme. À son insu, à chacun des personnages discute le capitalisme à leur insu, et la fenêtre complètement inanimée reflète la scène initiale et le peintre, ce qui est Montreuil, non pas Montreuil, de Suisse, qui fait court le chemin à la République turque. Elle illustre, montre indiquée avec, si je ne me trompe pas, avec non pas un point noir de cigarette au bout de craie, mais vert, qui indique les lustres, ce qu'on appelle abat-jour, la lampe qui éclaire la chambre sans pouvoir éclairer ce qui se passe à l'extérieur des chambres qui s'entrevoient à travers les vitres. C'est fantastique. Je les acquis. Donc, en conclusion, on peut appeler Orhan Oğuz l'un des illustres peintres de son époque, comme montre son lustre dans son tableau. Nouvellement advenu à notre cité, non pas arrivé, mais j'insiste, advenu, le capitalisme ne tue pas tout de suite, mais lentement. Et ceci est dit que si quelqu'un avec la main droite, le bras droit tracé avec un crayon dont le bout ne fume pas et a une couleur en termes de peinture, le vert des lustres, qui est placé juste au-dessous. Cela a un homme qui dit que
ceci est écrit, noté, jugé, et bien sûr, écoutez la suite de quoi Daniel, ce qu'on dit. Dans le langage karakim, Daniel, Peygamber, quoi qu'il ne soit pas un prophète ou quelqu'un qui fait des prophéties. Dans la scène, le tableau en question de Oranaus, aucun livre, aucune référence biblique, aucune trace d'écriture. Je cherche partout. Mais cette bibliothèque qui s'ouvre vers l'extérieur et qui, avec un filtre vitrail, il faut dire, il s'agit d'une cathédrale quand même, il ne s'agit pas d'une salle de restaurant, loin de là. Et ceci avec une main droite tracée, c'est pas un employé qui peut être viré à tout instant. C'est le fatum de la peinture qui dit que la peinture témoin au sens où martyr qui prend son café dans ses temps de loisir, mais si ce réseau de signifiants vides qui se renvoient l'un à l'autre n'est pas véridique. Moi, je ne le... Moi, j'avoue que je ne l'ai pas acquisitionné. Je l'ai tout simplement acheté et toute prête à revendu sur enchère. Soit, et ainsi soit-il, mon regret. On me dirait, il y aura des personnes en concomitance, en intermittence, qui vous aura dit clairement, ou suggérera seulement d'une heure désintéressée, sans confiance, que quoi que vous écriviez ou dépeigniez de telle ou de telle façon, par soustraction, par augmentation de volume, de taille, de profondeur ou de surface, en ralenti ou en vitesse, en annonce directe ou en biais, par une description minutieuse des lieux, des topos, des énoncés proférés, vous ne seriez nommé ni écrivain, ni peintre de haute coutume. Par vos personnages dont la contingence d'un jour à l'autre tombera bien dans le plan d'immanence et où vous y serez identifié enfin par cette précision des coordonnées à une telle ou à plusieurs reconnaissables en plage, en pleine ligne, en plagiat, aligné et captivant, capté par une rictus suivi du lecteur ou d'une lectrice idéale, soit une dentiste ou une coiffeuse, dont la liberté de l'esprit serait un sous-produit
d'un enfant battu ou trop débattu est vaincu à ses propres rêveries, vices, dont elle devient à la fois harcelée et harcelante, l'intransigeant mère. Et en la douceur d'un père absent, dont la mémoire, à son grand insu, vous guide vers une paix conclue à la minable, sans trop de peine, et votre raison à elle seule, sous l'empreinte rougissante des passages au tabac devenus coopératifs, serviables et au service du pragma qui restaure votre égoïté en idem, tout au plus, tout au moins, de cela même qui vous est resté comme l'immémorial tombeau de votre affairement aligné dans le vôtre, forteresse gracieusement gratuite. Dès lors, tant battu, autant débattu, vaincu, et en est sorti d'autant plus mieux, même assorti à votre droit abstrait d'homme, à votre plaie, à votre gré, en voltige, dont aucun craie ou crayon, pinceau, etc. dressé sur la surface du tableau, en vertical ou en horizontal, qui fait en fait de vous-même non pas seulement un vestige, la ruine du soi, mais une forme de condoléance et de partage, une forteresse dont Pierre Pitre, sur laquelle on s'était tant spéculé, sans trouver même une lettre d'amour de jeunesse, dont la perdition, en rien de moins ou en moins que rien, m'attristera. Et rien ne me montrera une calice de coupe sacrée, et d'où les grouillements de ces hautes coutumes en excellence, qui se côtoient à une chambre de jet en toile de Zolen, Tollen, pourquoi pas en gaélique, en toison d'or, en expédition de perdition capitaliste.